Bonjour YouTube, bienvenue à vous. C'était la 26e journée de Ligue 1 en ce beau dimanche froid et gris à Lyon. Et pour égayer ce début de printemps qui n'en est pas un, l'Olympique Lyonnais a encore gagné le football. Victoire 4-2 contre Le Havre, 4-2 dans la douleur, mais finalement pas tant que ça. L'Olympique Lyonnais qui s'impose une nouvelle fois face à un mal classé après avoir gagné 4-0 à l'aller contre Le Havre. Vous vous en souvenez peut-être. Le Havre qui paradoxalement restait sur plutôt une bonne série. Ils ont gagné à Lille, ils venaient de gagner 4-3 contre Lens. Et on a longtemps cru que ça allait faire la passe de 3 pour le Havre, qui a mené 2-1 pendant pas mal de temps dans cette partie. Mais cette équipe de Lyon a de l'âme, a de la ressource, a une profondeur de banc et a réussi, alors que tout semblait ne pas lui sourire, à s'imposer 4-2 et donc dépasser Lille au classement puisque l'Olympique Lyonnais est désormais 5e. Et si on regarde le calendrier à venir, l'OL a désormais son destin entre ses mains, puisque l'OL affrontera Monaco, et l'OL affrontera Lille, puis Strasbourg dans 2 semaines après la trêve internationale. Donc c'est officiel, l'OL est de nouveau dans le game pour le podium, et ça c'est la première bonne nouvelle de ce week-end. Trêve internationale donc. Dernier débrief avant 15 jours, avant le gros choc contre Strasbourg, qui est la 2e meilleure équipe de Ligue 1 sur les 5 derniers matchs. L'OL est 3e, mais avant de se pencher sur les échéances à venir, on va débriefer ce match entre Lyon et Le Havre. La compo sur le papier était plutôt offensive, puisque Paulo Fonseca / Jorge Maciel ont fait ce qu'on attendait d'eux, c'est-à-dire descendre Tolisso et mettre Almada et Cherki sur le terrain. Seule décision simili contestable, c'est la titularisation d'Alexandre Lacazette qui n'a pas vraiment été dans son assiette. Et ça a plutôt pas trop mal marché, même si en vrai la première mi-temps est assez équilibrée, voire à l'avantage du Havre qui a joué très haut, qui a pressé, qui n'a pas eu peur et qui jouait vraiment de façon décomplexée. Pour une équipe de bas de tableau, c'est quand même à soulever, même si à partir du moment où ils ont mené 2-1, ils ont beaucoup joué la montre et beaucoup pris de carton pour ça. On avait une compo du côté du Havre assez classique, quelques blessés, pas de Diawara évidemment puisqu'il est prêté par l'OL. Et c'est l'OL qui ouvre le score sur un penalty concédé par le Havre sur une faute pour Tagliafico, penalty assez incontestable, le défenseur du Havre qui shoot dans le pied de Tagliafico, penalty transformé par Alexandre Lacazette, c'est à peu près le seul truc notable qu'a fait Alexandre Lacazette dans ce match. Malheureusement pour l'Olympique Lyonnais, ce match était arbitré par Bastien Deschépy, et Bastien Deschépy, on connaît la non-qualité, penalty sifflé contre l'Olympique Lyonnais sur un plongeon de Yacine Keshta. Vraiment, je vous invite à aller voir les images, c'est vraiment hilarant. C'est extrêmement drôle de voir que cette faute-là peut être sifflée, revisionnée à la VAR et resifflée derrière. Donc voilà, bon. Vous connaissez mon point de vue sur l'arbitrage. Je ne crois pas à un complot, je ne crois pas à la corruption, je ne crois qu'en la nullité globale de l'arbitrage en France. C'est une nouvelle démonstration, il y en a tous les week-ends sur tous les terrains. Tous les clubs de Ligue 1 subissent à un moment donné une nullité absolue du corps arbitral, une nullité absolue du recours à la VAR. Le vrai problème, c'est pas que l'arbitrage est partisan, c'est qu'il est nul. Et il faudrait bien que les 18 clubs de Ligue 1 s'allient entre eux plutôt que de tirer la couverture à soi pour dire ce serait bien d'avoir un peu plus de compétences là-dessus, plutôt que de dire que l'arbitrage est corrompu. Voilà, bref. À ce moment-là, on passe d'un match où l'OL mène 1-0 et maîtrise son sujet à un OL qui se délite complètement. Parce que maintenant qu'on a parlé d'arbitrage, on va quand même parler de la prestation de l'OL. L'OL encaisse un 2e but juste avant la mi-temps sur une grosse saucisse de Tolisso, puis une saucisse de Matic, puis une saucisse de Niakate. L'OL arrive à la pause à mener 2-1 et je vais éternuer parce que je ne sais pas faire autre chose qu'éternuer pendant mes lives, incessamment sous peu. À la mi-temps, on est certes énervé contre l'arbitrage, mais très honnêtement, la mi-temps de l'OL, elle mérite pas de mener au score. Donc je veux bien qu'on parle de Bastien Deschépy, on vient de le faire, mais en réalité, il n'y a rien qui oblige l'Olympique Lyonnais à faire 2 tirs cadrés pendant 75 minutes. On est encore en présence d'une équipe à réaction, et heureusement la réaction a été très bonne, mais pendant un peu plus d'1 heure, il n'y a pas eu grand-chose dans ce match. Donc fort heureusement, le coaching a été très bon, les entrants ont été très bons, et le scénario s'est retourné, mais en réalité, l'arbitrage, il n'a pas une présence monumentale sur la production de l'OL pendant plus d'1 heure. Donc je préfère quand même qu'on appuie là-dessus, parce que ça me semble plus intéressant que de contester un arbitrage qui est contestable et qui est mauvais. Il a passé son temps à siffler, il a cassé le rythme. Mais voilà, globalement, à la mi-temps, l'OL est mené 2-1. Et c'est peut-être pas logique, mais c'est pas si volé que ça. C'est pas si volé que ça parce que le penalty très généreux pour le Havre, il vient après une grosse réaction du Havre après le but. Et le 2e but, ils le doivent qu'à eux-mêmes parce qu'il y a cette nonchalance de Tolisso, cet emmêlage de pinceau de la part de Matic et le but, il le vole à personne. Donc on arrive à la mi-temps avec un premier changement et c'est là où moi je voudrais appuyer, qui est que on a eu ce changement qu'on voulait, c'est-à-dire que Matic qui faisait une première mi-temps vraiment pas bonne a laissé sa place à Tessman.
Tessman qui est en train de monter en puissance à mesure que Matic est en train de perdre en température. Et là, on a eu petit à petit un Olympique Lyonnais qui a mis le pied sur le match, bien aidé par Le Havre qui lui a arrêté de mettre le pied sur le match. Les Havrais ont pris 2 ou 3 cartons pour gain de temps, et c'est un peu dommage pour eux, très honnêtement, parce que la première mi-temps du Havre était une mi-temps vaillante, une vraie bonne mi-temps de football, et on a senti qu'à partir du moment où ils ont mené au score, ils ont arrêté de jouer au foot. Bah, malheureusement, parfois le football est juste, et quand on arrête de jouer au foot, eh ben on se fait punir. On a eu un changement Fofana-Nuama, puis surtout un changement Cherki-Mikotadze qui ont retourné le match, puisqu'à la 78e minute, sur une superbe passe, une superbe déviation de Georges Mikotadze, c'est Malik Fofana qui permet à l'OL d'égaliser. Et alors derrière, ça déroule. Un corner de Tolisso qui rebondit au point de pénalty. Et là, on a un boucheron. Et là, on a Mikotadze qui vient armer un patator absolument magistral. Je sais pas d'où elle sort cette frappe. Et je vous avoue que quand Mikotadze met son patator pour le 3-2, je n'ai pas hurlé. Je pensais qu'elle était petit filet opposé. Je pensais pas qu'il y avait but. C'est-à-dire que j'ai attendu de le voir courir derrière les panneaux publicitaires pour me dire « Ah mais il y a but en fait !» Ah, il y a but. Derrière, l'OL a fini le travail. Premier but d'Almada sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais sur une nouvelle passe de Georges Mikotadze. Georges Mikotadze, sur les 10 derniers matchs, si j'ai bien fait mes comptes, c'est 5 buts et 6 passes D. L'OL de Paulo Fonseca, c'est 3 buts par match depuis qu'il est arrivé. Il y a quelque chose dans cette équipe. Donc voilà, quand Paulo Fonseca est arrivé, j'étais le premier à en attendre beaucoup. Parce que le fait de dégager Pierre Sage pour mettre Paulo Fonseca était une décision de court terme qui devait porter ses fruits très vite. Force est de constater que c'est le cas, ça porte ses fruits très vite. L'OL est de nouveau dans le game pour le podium. L'OL est qualifié en quart de finale de la Ligue Europa. Force est de constater que ça fonctionne, Paulo Fonseca. Et ça progresse surtout. Il y a une montée en puissance de cette équipe. Elle a une marge de progression assez folle, mais il y a des certitudes qui commencent à se voir. Et c'est de nouveau un plaisir. Je sais pas vous, mais moi, à 2-1, je me suis dit non, mais ça va. J'ai les preuves sur WhatsApp. Contrairement à Yanis qui lui avait peur. J'ai quand même eu le sentiment qu'elle avait de la ressource et qu'il y avait une possibilité d'aller chercher quelque chose dans ce match. Et ça, je pense que c'est quand même important. Il y a une marge de progression folle. La première mi-temps, elle est pas bonne. Les temps faibles, ils sont pas bons. Défensivement, on voit que c'est pas toujours totalement au point, même si Moussa Niakhaté fait une très belle passe sur l'égalisation. Au milieu de terrain, il y a quand même une grosse frayeur au moment où Tolisso s'écroule dans la surface tout seul. On se dit, oula, même si en plus la première mi-temps de Tolisso, elle est pas terrible. Matic, on sent petit à petit une perte de température. Est-ce que Tessman c'est suffisant? Je sais pas. Est-ce que Verretou c'est suffisant? Certainement pas. Mais quand même, il y a quelque chose qui va dans le bon sens. Ça aurait été terriblement Olympique Lyonnais de faire une victoire aussi probante contre Ludogorets en 8e de finale, pour ensuite perdre contre Le Havre, une équipe de bas de tableau, alors même que les concurrents ont perdu quasiment tous ce week-end, en tout cas n'ont pas gagné. Donc cet ADN un peu catastrophique de l'OL est en train de s'effacer. Bucarest, pardon. Pourquoi j'ai dit Ludogorets? Bucarest, excusez-moi. Le pire, c'est que j'ai dit Ludogorets, je savais que je disais une connerie. Bucarest, excusez-moi, Bucarest. Comme la saison dernière contre Lille, Brest, Monaco, Strasbourg, on démolit le match sur le dernier quart d'heure. Ouais, mais ça, c'est bien. Ça, c'est bien parce que c'est un avantage psychologique d'avoir une équipe qui est capable de tout renverser sur le dernier quart d'heure. Ça veut dire que même mener 2-1, même mener 1-0, même mener 2-0, t'as pas peur. Et c'est l'an dernier, c'était la recette de la remontada de Pierre Sage. C'est-à-dire que même quand on était mené 2-0 à la mi-temps, limite parfois on préférait être mené 2-0 que mener 1-0. J'exagère un petit peu évidemment. Mais au moins, on a ce sentiment, et je pense que ça se transfère dans le vestiaire, de Yacher Mouai. Yacher Mouai quand même. On a fait égalité contre Ludogorets. J'ai mélangé les pinceaux, excusez-moi. Contre Nice surtout, ouais, contre Nice, mais même contre Bucarest. Le match aller, il se détermine dans la fin de match. Donc voilà, il y a quand même un certain nombre de signaux qui sont au vert. Il y a des signaux qui ne sont pas au vert. On va commencer par cela, parce que même dans un match comme ça, où l'OL remporte le match assez largement au final au score, il y a un certain nombre de choses qui sont inquiétantes. Je commence par Matic, que je trouve quand même assez en dessous sur les derniers matchs, et pas très rassurant. J'ai pas non plus aimé la première mi-temps de Tolisso, que j'ai trouvé très nonchalant. Et évidemment, Lacazette, où ça a été laborieux quand même. Heureusement, il y a le penalty qui est transformé, mais ça a quand même été assez laborieux sur toute la durée de la rencontre, même sur le final, où il n'a pas pesé énormément. Match difficile pour Cherki aussi, mais je suis moins surpris par le match difficile de Cherki, parce que Cherki, ça fait 1 ou 2 mois qu'il y a les stats, mais que dans le contenu, c'est pas à la folie absolue. Donc je lui en veux pas, évidemment, parce que les stats de Cherki sont absolument hallucinantes, mais c'est un petit match de Cherki, et c'est notamment pour ça que quand il y a eu des sorties conjuguées de Matic à la mi-temps, de Nuama, même si Nuama a fait un bon match,
Et de Cherki, ça a retourné la rencontre parce qu'on a eu tout de suite cette capacité à mettre de l'intensité et mettre la pression sur l'adversaire qui a permis à l'OL de renverser cette rencontre. Tolisso plus bas, j'ai des flashs de Laurent Blanc. Je sais pas. Je sais pas. Il a des occasions, Lacazette, Gorgelin surtout. Il a des occasions, mais il les met pas au fond. Je suis désolé, à un moment donné, il faut qu'il réussisse à finir. Il a 2 occasions où le grand Lacazette, c'est au fond. Donc oui, Gorgelin fait un bon match, mais je suis désolé. Ce qu'on attend de Lacazette, c'est qu'il soit capable de finir. Voilà, et on a bien vu que Mikotadze, ça fait quelques semaines qu'il est capable de finir. Donc à choisir, je préfère que ce soit Mikotadze qui prenne le dessus plutôt que Lacazette, puisque Lacazette s'en va à la fin de la saison théoriquement. Donc ce passage de relais, il est quand même plutôt pas négatif, comme celui de Matic par rapport à Tessman, dont j'ai trouvé l'entrée vraiment bonne, j'ai trouvé Tessman assez intéressant, et d'ailleurs je trouve qu'il y a quand même un petit délit de faciès sur le physique de Tanner Tessman, où parce qu'il est grand et costaud, les gens disent qu'il n'est pas technique et pas rapide, je le trouve rapide moi Tessman, à la récupération. Je trouve qu'il court vite, je le trouve intéressant sous pression. C'est pas le joueur du siècle, mais je trouve qu'il progresse à vitesse grand V, probablement parce qu'il évolue à côté de Matic, qui est quand même un monstre de ce poste-là sur les 15 dernières années. Mais voilà, je trouve qu'il y a quand même un passage de témoin qui est intéressant pour l'avenir. Il est très intéressant pour l'avenir de voir que même Malik Fofana, vous voyez, il y a de la profondeur dans cette équipe. Sur les premiers matchs de Fonseca, c'était difficile de percevoir une vraie amélioration. Là, je vais vous montrer, je les ai sous la main, je vais vous montrer les stats. Alors, il faut tempérer les expected goals par les penalties qui rajoutent 0,75 d'entrée, mais c'est quand même un match probant au niveau des stats. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un match où tu as 3,23 expected goals, donc on va dire 2,5 sans compter le penalty. C'est un match probant au niveau des occasions, sachant que tu en as quand même une grande partie qui arrive en fin de match. Donc, il y a quand même une progression linéaire de cette équipe. Je suis curieux de voir quel est le plafond. Je suis curieux de voir ce qui va advenir contre Strasbourg, contre Monaco, contre Lille. Parce que pour l'instant, c'est déjà une très bonne nouvelle. L'OL est capable de tarter les équipes de bas de tableau. L'OL est quand même à 3 buts par match depuis l'arrivée de Paulo Fonseca. Contre Nice, l'OL a beaucoup subi. Et a châté aussi, puisqu'il y a eu une tête sur le poteau, même s'il y avait hors-jeu au départ de l'action. Qu'est-ce que ça va être contre les grosses équipes? Est-ce que l'OL va être capable, contre les grosses équipes, de faire jeu égal? Pour l'instant, on n'a pas encore eu ce grand choc. Le grand choc, il arrive, c'est celui contre Strasbourg, vendredi dans 2 semaines. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je voulais... oui. Pardon, excusez-moi, je viens de renifler, mais c'est juste que j'ai pas de mouchoir, là. DAZN. Venez, on recommence. Bafé Gomis. Je suis désolé, je pense que Bafé Gomis, c'est le pire consultant de DAZN. Il est catastrophique. Enfin, sur le penalty de Tagliafico, il dit, il y a péno. Ensuite, il dit, ah bah non, il n'y a pas péno. Ensuite, il dit, bah oui, évidemment, il y avait péno. Ensuite, sur le péno concédé par l'OL, il dit, oh, quand même, il y a un contact. Ensuite, il dit, non, il n'y a pas faute. Ensuite, il dit, oui, mais il y a quand même un contact. Il raconte n'importe quoi, Bafé Gomis. Il raconte n'importe quoi, vraiment. Il a sorti un truc que... Ah, il a dit Maitland Niles est très régulier. Ah, bah première nouvelle, écoutez. C'est un robinet d'eau tiède, quoi. Bref, c'est pas grave, hein, mais arrêtez de prendre des consultants qui savent pas ce qu'ils racontent et qui bossent vraiment pas, ça se voit pas. Donc bon, en plus il a voulu envoyer quoi en Turquie, effectivement. Ah ouais, c'est la girouette. Après, comme sa carrière, hein, c'est une girouette, quoi. Donc bon, c'est pas bien grave, on s'en fout, mais moi, très honnêtement, les commentaires m'ont fait regretter de ne pas être allé au stade. Je suis pas allé au stade du coup parce que je voulais regarder Paris-Nice. Pour le coup, j'aime beaucoup Adrien Courouble, je trouve qu'il est bon, et je le soupçonne d'être supporter lyonnais d'ailleurs. Mais alors, Bafé Gomis, au secours, hein. Au secours. C'est le Veretout des commentateurs. Ah ouais, c'est un yaourt nature. Mais alors non, parce que c'est une catastrophe. Un peu d'exigence quand même sur le niveau des consultants, ce serait pas mal. Oui, légende de l'OL, il a dit ensuite, moi je suis 100% marseillais. Bon, bah écoutez, c'est pratique, hein. Voilà, c'est... Les rentrants sont rentrés, ouais. Paris-Nice, c'est le vélo. Une course de vélo, Paris-Nice. Qu'est-ce que j'ai d'autre à raconter? Bah c'est à peu près tout, en vrai, hein. J'ai pas trop aimé le match de Maitland Niles. Que j'ai trouvé... parce que le penalty vient d'une errance de Maitland Niles quand même. À voir avec Koumbedi. Je trouve ça bien qu'ils reviennent dans le game, même si à un moment donné il y a quand même un bel appel intérieur de Maitland Niles qui peut faire but avec cette remise sur Lacazette qui est détournée par Gorgelin. Mais voilà, Strasbourg perd 1-0, vraiment?
Attendez, parce que je suis... Effectivement, Strasbourg est en train de perdre contre Toulouse au moment où je vous parle. Le gain de temps à partir de la 55e. Alors, sur le gain de temps du Havre, moi, vous savez, j'ai déjà râlé là-dessus. Les équipes qui arrivent et qui jouent la montre dès la première minute, ça m'énerve, ça me rend fou. Par contre, tu mènes 2-1 à l'extérieur contre une équipe de haut de tableau, bah oui, tu fais du gain de temps. Et d'ailleurs, on peut critiquer Bastien De Chépy, mais De Chépy, il a sorti les cartons. Donc on peut quand même lui reconnaître ça. C'est-à-dire qu'on a une équipe qui a voulu jouer la montre aux alentours de l'heure de jeu, et il a sorti des cartons. Il y a eu 2 cartons pour gain de temps. Donc on peut lui reprocher à Bastien De Chépy d'avoir fait un mauvais match, mais il a sorti les cartons pour gain de temps, et ça c'est une très bonne chose. C'est pas interdit de gagner du temps. C'est frustrant, c'est surtout énervant quand t'as une équipe qui arrive à 0-0 et qui joue la montre à la 10e minute, comme c'était le cas lors du match contre Nantes. Mais une équipe qui mène au score à l'extérieur, elle va gagner du temps, il n'y a pas de mal à ça, c'est normal. C'est normal. Donc moi je suis pas choqué par ça, d'autant plus que là il y a les cartons. Voilà, tu veux gagner du temps, bah t'es sanctionné, bah voilà, c'est le jeu, il n'y a pas de souci. Moi j'ai pas de problème là-dessus. Oui aussi, je vois que vous en parlez. Il n'y a pas eu de réserve posée par le président du Havre contre Almada, et il a dit dans l'équipe qu'il n'aurait pas de face de faire ça, parce que l'OL lui a prêté Diawara. Bah c'est bien, il y en a qui tiennent tête. Alors comme par hasard, je pense que Lens, ce sera pareil. Hein. Lens, on n'aura pas de réserve contre nous, parce que c'est les 2 présidents qui sont avec Textor contre Nasser. Donc c'est logique qu'ils vont pas jouer ce petit jeu-là. Mais voilà, merci Monsieur Roussier d'être droit dans votre botte, dans vos bottes, parce que je pense qu'il a quand même 2 pieds et 2 jambes, sur le sujet-là. C'est bien, c'est cool, c'est bien, c'est cool. Voilà, on leur a prêté gratos, donc il avait place pleine. C'est exactement ce qu'il a dit. Il a dit, moi j'ai bénéficié de cette situation parce que j'ai récupéré Diawara gratos, donc j'aurais pas de face de déposer une réserve. De toute façon, ça sert à rien de déposer les réserves, tout le monde l'a bien compris, c'est juste du brouhaha médiatique. Voilà. On a fait à peu près le tour, hein, de manière générale, sur ce qu'il y avait à dire sur ce match. Quand même un match frisson, hein. C'est-à-dire qu'à 2-1, quand ça pousse, ça pousse, ça pousse. Moi j'ai dit dans le groupe des gars de Alazub, je pense qu'on va gagner. Après, je leur ai dit, je pense que ça finit à 4-2. Parce que même à 3-2, il n'y a pas eu de caca culotte. Et ça, c'est quand même à noter. Hein. C'est quand même à noter. C'est-à-dire que fut un temps où à 2-2 ou à 3-2, il y aurait eu un gros caca culotte. Là, à 3-2, ça a continué à aller chercher. Hein. Ça a continué à aller chercher le 4-2. Et quand même, je pense qu'il faut y voir une différence de mentalité par rapport à avant. Cette équipe, elle sent la confiance. Cette équipe, elle sent la confiance. J'ai l'impression que le vestiaire tourne bien. Et qu'il y a une marge de progression. Donc là, je vous le dis, c'est pas tous les jours comme ça. Je suis confiant. Je suis confiant pour la suite. Bon, rendez-vous dans 12 jours après la défaite contre Strasbourg, mais je suis assez confiant. Voilà. Le complotiste en moi, je pense que les 6000 enfants en tribune, on savait que ce serait refusé, donc mauvaise pub pour la LFP. Alors, je n'ai pas la certitude de ça, mais je suis à peu près certain que le fait de demander à la Ligue de mettre 6000 mômes en tribune, c'est un coup de com', parce que tu sais très bien qu'ils vont dire non et qu'ils vont se prendre une volée de bois vert derrière. C'est bien joué, c'est de bonne guerre, bien joué à l'OL d'avoir joué à ça. Voilà. Quand on parle justement de déclic mental, pour moi, l'exemple même du déclic mental, c'est Ernest Nuama. Ernest Nuama, il y a quelque chose là. C'est le ketchup, mais c'est pas que le ketchup. Alors, il y a un but d'Ernest Nuama qui est refusé pour hors-jeu. Faut voir la gueule quand même du but. C'est-à-dire, il est en totale confiance. À un moment donné, Ernest Nuama, il arme une frappe de loin. C'est une patate. Enfin, je veux dire, Ernest Nuama, qui, jusqu'à il y a encore un mois, savait pas faire une frappe pas écrasée. Le déclic mental de Nuama, il est très clair et évident, là. Hein. Vraiment. Et là, on voit qu'il y a quand même un impact mental sur cette équipe de mecs qui lâchent pas. Mikotadze, c'est pareil. Le Mikotadze, il y a 2 mois, il était au fond du trou mentalement. Là, il y a tout qui rentre, quoi. Il y a tout qui rentre, il tente tout, plein de choses. C'est pas le même joueur. C'est ça, moi, qui me donne confiance pour la suite. Parce qu'une équipe qui a des ressources mentales comme ça, et bah, quand Manchester United va poser ses valises du côté de Dessine Charpieux, elle aura pas peur. Et je pense qu'on peut les prendre à la gorge. Et je pense que Manchester United peut faire un gros caca culotte à Lyon. J'espère, en tout cas. En tout cas, j'y crois. Voilà. Bravo Ernest d'avoir dit non à Textor à l'Angleterre. Ouais, moi je suis content parce que ça m'a l'air d'être un bon gars quand même. Il a des limites, hein, Ernest Nuama. Il a toujours un QI football qui est pas évident. Il a toujours un pied droit qui est très faible. Mais enfin, ça aura pris 1 an et demi. Hein. Enfin, on voit un Ernest Nuama qui a des vraies qualités de bon joueur de foot. Et ça, c'est cool, ça. Si on prend United, on peut faire une très grosse saison. Bah, on est déjà en train de faire une grosse saison, en vrai. Hein. On est quand même sur une saison de reconstruction, après une saison l'an dernier qui était très compliquée. On a commencé par un mercato calamiteux et des défaites. Rappelez-vous les 2 premiers matchs de la saison. Il y a une défaite contre Rennes et une défaite contre Monaco, où il n'y a rien dans cette équipe. Ensuite, tu chattes contre Strasbourg, mais le début de saison, il était laborieux quand même. Hein. Le passage à vide en janvier, il est très laborieux. Regardez la position dans laquelle l'OL est actuellement. Waouh, on est bien quand même. Hein. On est bien, hein.
Par contre, il frappe beaucoup, les adversaires vont commencer à le marquer davantage. Ouais, mais c'est un cercle vertueux qui se passe. C'est un cercle vertueux, tout ça. Donc voilà, c'est assez chouette quand même. Le but refusé pour hors-jeu, c'était le football. Ouais, on n'en a pas parlé parce qu'il y a eu hors-jeu, mais alors l'action collective sur le but de Nuama refusé pour hors-jeu, oh la vache, il y a quand même quelque chose. Hein. Voilà, ça compte pas dans les stats, mais ça progresse. Donc moi je suis content parce que j'étais très triste pour Pierre Sage quand il a été débarqué. Et quitte à ce qu'il se fasse débarquer, autant que ce soit pour une bonne raison. Et John Textor, il est en train de nous prouver que c'était pour une bonne raison. Alors attention, la saison n'est pas terminée, hein, ça peut s'écrouler. Mais voilà, moi mon discours par rapport à ça, c'était je suis triste pour Pierre Sage, j'aurais gardé Pierre Sage, mais quitte à ce que ce soit plus Pierre Sage, ça me va très bien que ce soit Fonseca. Ça me va très bien. Voilà. Et au niveau collectif, il y a quand même quelque chose. Il y a quand même quelque chose. L'apport d'Almada dans le collectif est quand même assez notable, notamment dans son activité. Ça vient compenser justement les lacunes de Cherki, qui manque peut-être un petit peu de vitesse et de spontanéité dans ses transmissions, même si c'est un très très bon joueur, même si ce soir il n'est pas incroyable. Je trouve qu'Almada justement est le bon contrebalancier de Ryan Cherki. Fonseca nous a rapidement fait oublier Pierre Sage. Ouais, c'est tant mieux. C'est tant mieux. Voilà, à partir du moment où Pierre Sage a été débarqué, il fallait passer à autre chose et il fallait prier pour que ce soit la bonne décision. Et il se trouve que pour l'instant, en tout cas, c'est la bonne décision. Donc voilà, on va voir. On s'emballe trop vite sur Nuama, faut raison garder un peu. Non, mais on peut être content de voir l'évolution. Je suis pas en train de dire que Ernest Nuama, c'est Vinicius Junior. Hein, mais juste quand on voit d'où part Nuama, du déchet, de mauvais choix, du niveau technique souvent très bas sur les derniers mois, on peut quand même se satisfaire de voir un mec qui a l'air d'avoir pris la mesure de son statut, quoi. Donc ça, c'est très chouette. C'est très chouette. Ça donne quoi l'appel de Fonseca? On ne sait pas. On ne sait pas. Maintenant, effectivement, hein, si l'été prochain, il y a une offre de 40 patates pour Nuama, je pense qu'il faut vendre et trouver un mec qui sera un Malik Fofana bis, quoi. Mais voilà, c'est quand même pas mal. Fonseca a pas gagné un match que ça, j'aurais pas gagné. Je suis pas d'accord avec cette analyse-là. Je suis pas d'accord. Je suis pas certain que le match aller contre Bucarest, tu le gagnes avec Pierre Sage. De toute façon, en vrai, ça sert à rien de débattre de ça. C'est comme dire non, mais Lopez et Perry. On s'en fout, hein. On s'en fout complètement. Pourquoi le virage nord est fermé? Pour des fumigènes, non? Non, c'est les banderoles contre la Ligue. Oui, on en a pas parlé de ça. Hein. Le virage nord était fermé pour les banderoles insultantes envers la Ligue. Hein. On parle même pas d'incident, hein. On parle même pas de pyrotechnie, on parle de banderoles insultantes. Donc voilà, la Ligue, t'as pas le droit de la critiquer, sinon t'as plus le droit d'aller au stade. C'est pas mal ça. Les changements sont plus impactants sous Fonseca que sur Sage. Oui, c'est le cas. C'est le cas. Bon, on a fait le tour. On va passer aux notes, si vous le voulez bien. Alors, les notes. Hop, je mets les miennes. Elles arrivent. Elles sont là. Hop là, c'est parti. Alors... Eh ben non, j'ai pas ouvert l'interface, donc il faut que j'y retourne. Hop là, Lucas Perry. Lucas Perry. Alors, attends, 2 secondes. Bah, Lucas Perry, quand même 2 buts encaissés ce soir. Bon, il y a un penalty, c'est un penalty, quoi. Le deuxième, ouais, c'est pas... Est-ce qu'il peut vraiment intervenir sur le deuxième? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc c'est pas un super match de Perry, je l'ai pas trouvé impressionnant sur les relances non plus. Ouais, c'est un 5 bien tassé, hein, je pense. Un 5 bien tassé pour Perry. Il la touche sur le deuxième, ouais. Après, il a pas eu énormément d'arrêts à faire. Hein. Il a eu 3 arrêts, je crois, au total, dans ce match-là. C'est pas un match étincelant de la part de Perry. Maitland Niles. Moi, j'ai pas été foncièrement impressionné par le match de Maitland Niles. Il y a quand même toujours cette nonchalance et sur le penalty concédé, quand bien même il est scandaleux, ça part quand même de lui. Non, pas 3, vous êtes fous. Non, pour moi c'est un 5, c'est un match qui est ok de la part de Maitland Niles. Il y a une belle remise pour la Lacazette qui aurait pu faire but. Maitland Niles, il est en train de reprendre un petit peu du poil de la bête. Mais il va falloir step up. C'est bien qu'il y ait une concurrence avec Koumbedi. C'est bien. C'est pas le Maitland Niles, la tête complètement à l'envers qu'on avait il y a 2 mois. Donc laissons-lui le temps. Moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé en première partie de saison et sur la remontada l'an dernier. Je suis rassuré. Voilà, je suis rassuré par Maitland Niles. Mata, bah, comme d'hab, hein, Mata, qu'est-ce que je vous dise? Mata, plutôt safe hein, dans l'absolu, même si sur le but, elle se fait un peu balader la défense. Non, c'est pas 7. Hein. Non, c'est pas 7. Le deuxième but du Havre, tout le monde en prend un peu pour son grade hein, quand même. Hein.
Tout le monde en prend pour son grade. Donc on va mettre 6. Et Niakate, on va mettre 6 aussi, parce que certes, sur le but, il n'est pas top top, mais je trouve qu'il se rattrape sur l'égalisation. Donc je vais mettre 6 aux deux, sans vouloir justement faire du délit de sale gueule par rapport à ça. Tagliafico, bah quand même, c'est encore lui qui vient provoquer le penalty dans la surface. Donc toujours cette activité de zinzin de la part de Tagliafico. Ouais, c'est un 6,5 je pense. C'est un 6,5. C'est un 6 pour Tagliafico. Et on rajoute 0,5 pour le geste de Wislar de fin de match, là, où il veut pas lâcher le Havre. Ça m'a fait beaucoup rire. Je suis désolé, c'est pas bien. Quand c'est les joueurs adverses, on déteste, mais c'est quand même hilarant quand les mecs font ça, quoi. Voilà, quand il a agrippé le pied du mec en face, j'adore. Il faut des joueurs comme ça. Il faut des joueurs avec du vice, des joueurs détestables à bien des égards. Voilà, on n'avait pas les crampes de Matic, effectivement. On a eu le « Ah, j'ai mal !» de la part de Tagliafico. La clé de jambe. Comme un enfant à King jouait, exactement. Donc ouais, 6,5 pour Tagliafico, note à l'émotion. Matic, pas bon du tout. Fautif sur le deuxième but. Pas très actif. Carton jaune aussi, je pense qu'il sort également pour ça. C'est vraiment pas un bon match de Matic ce soir, et c'était la très bonne décision que de le sortir au profit de Taner Tessman. Tolisso, première mi-temps assez moyenne, deuxième mi-temps mieux, mais à mon sens vraiment loin des standards de Corentin Tolisso cette saison. J'ai pas beaucoup aimé le match de Tolisso, je vais vous dire, parce que la première mi-temps elle est mauvaise parce que le milieu de terrain n'existe pas. Donc je vais mettre 4,5 parce que pour moi la première mi-temps vaut 3,5 et la deuxième vaut 6. Donc on va mettre une note entre les deux, quoi. On va noter Tessman, dont j'ai trouvé l'entrée assez intéressante. C'est une bonne mi-temps de Taner Tessman. Vous savez, j'aime bien Taner Tessman. Effectivement, il y a un côté Lucas Touzard, mais le bon Lucas Touzard, celui des débuts, pas celui d'après. Tessman, ouais, bon, on va mettre 6 à Taner Tessman par rapport à ça. La ligne offensive. Alors on avait une compo toujours un petit peu fluide et hybride, avec les 4 offensifs qui se marchaient pas vraiment dessus, mais on a Nuama qui se cantonnait à un côté, qui est un vrai lié, Lacazette qui était en pointe, et Cherki Almada, bah, il faisait un peu ce qu'il voulait, et ça a plutôt pas mal fonctionné, notamment en seconde. Nuama, pour le coup, c'est un bon match d'Ernest Nuama, même si ça se concrétise pas par un but, enfin si, mais il était hors jeu. Moi, j'aime l'attitude de Nuama. J'aime les efforts, j'aime le côté mélangeur. On arrive à la version 1.0 d'Ernest Nuama, on l'aura attendu longtemps, mais quand même, quoi. Dommage pour le hors-jeu parce que le but était vraiment magnifique. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se créer du côté d'Ernest Nuama. Je vais mettre 6,5 moi, ce soir, pour Ernest Nuama. Thiago Almada, j'ai trouvé que c'était un très bon match. 3 passes clés pour Thiago Almada, un but. Bah, c'est bien. Voilà, c'est bien. Un style de joueur quand même très différent de Ryan Cherki, Thiago Almada, hein. Beaucoup plus actif, beaucoup plus présent dans la construction, peut-être un peu moins dans la finition. Il commence à prendre un peu confiance, j'ai l'impression, dans ce collectif. C'est un bon match de Almada, on va mettre 7. Cherki, c'est pas un bon match de Ryan Cherki, beaucoup de ballons perdus. Quand même quelques passes clés intéressantes, mais c'est vraiment pas un match impressionnant de la part de Cherki. Non, 2, arrêtez, calmez-vous un peu. On va doser un petit peu 2. C'est pas ça un 2, vous êtes fous. C'est un 4 à la limite. C'est un 4, voilà, ou un 5. Mais 2, il y en a, vous avez vraiment un problème. Hein. Vous avez vraiment... c'est un 4, ou un 3,5, un 4, ouais. On va mettre 4, on va être généreux. Par contre, la casette, on va pas mettre grand-chose, quoi, hein, parce que y a le penalty qui est transformé, donc ça sauve un peu le match, mais c'était pas suffisant du tout, hein. C'était pas suffisant du tout. Ouais, on va mettre 3 pour la casette. Non, on va mettre 4 parce qu'il y a quand même un penalty. Donc voilà. Et Maciel, excellent coaching. La compo de départ, Lacazette, Matic, c'est pas terrible. Cherki, t'es obligé de le mettre titulaire. C'est pas la faute du coach si Cherki fait pas un super match et stade pas. Maintenant, tu prends la décision qu'il faut à la 45e. Tu fais rentrer Fofana et Mikotadze qui retournent le match. C'est un vrai coaching gagnant. C'est un vrai coaching gagnant de la part de Masieka, ouais, de Masieka. On va mettre 8, c'est bien, de la part de Masieka. On note pas Mikotadze parce qu'il a joué moins d'un quart d'heure. Je crois qu'il est rentré à la 77e, si je dis pas de bêtises. Donc on va pas le noter, mais oui, effectivement, Mikotadze... voilà, enfin, Mikotadze... on n'a pas tergiversé outre mesure sur Mikotadze. Mikotadze, il est rentré à la 77e, ouais. Ce serait un 10 sur 10, son entrée, hein. Enfin, le but, il le fait tout seul comme un grand. Un but, une passe D en un quart d'heure. Voilà, mais on a un vrai basculement pour Georges Mikotadze. Il y a un vrai passage de témoin avec Lacazette, ce qui est bien, ce qu'il fallait. Mais il y a vraiment quelque chose qui est intéressant qui est en train de se créer là.
Je vais vous montrer vos notes à vous. Je regarde juste avant. Vous avez été un peu moins généreux avec Nyama. Et sinon, c'est à peu près similaire. Voilà, c'est à peu près similaire. Ça, c'est vos notes. Vos notes à vous. Je vous rappelle que vous pouvez toujours noter. Hein. Vous avez le lien dans le chat ou dans la description YouTube. 2 passes D aujourd'hui 2 passes D pour Mikotadze. Ah bah oui, oui, je suis con. Bah oui, je suis con. Il y a celle sur Fofana aussi. Bah oui, je suis bête. Excusez-moi, oui, je suis complètement zappé. Mais oui, bien sûr. Un but de passe D. Pas mal les stats, non? Hein? Quand même pas mal. Bref. Voilà. On a terminé ce débrief. C'est quand même pas mal. Là. Je suis en train de tourner mes pages. Il n'y a que des victoires sauf le PSG là. C'est pas mal, hein? Sympa, hein? Il commence à être bien ce petit carnet là. Voilà, il commence à être bien rempli aussi. La vidéo sur YouTube sort quand? La vidéo sur YouTube sort quand j'ai terminé le débrief et que je la mets en ligne. Normalement aux alentours de 19h. Aux alentours de 19h. Pas mal, non? C'est lyonnais. Ouais, bien sûr. Sur Almada, PTDR, regarde le match Charlie. Mais je le regarde le match, c'est juste que t'as pas tout en tête. Voilà, j'avais oublié qu'il y avait la passe D pour Fofana juste avant. Bref, la vidéo droit télé. La vidéo droit télé, c'est pas tout de suite. C'est pas pour tout de suite du tout. Oubliez-la. Là, je vais essayer de bosser dessus, mais oubliez-la. Ce sera pas avant le mois prochain. Le carnet, faut le mettre aux enchères, il vaut son pesant de cacahuètes. Ah non, je le garde. Moi, je veux, quand je suis vieux, pouvoir sortir le petit carnet, là. Tu as parlé du Grand Prix. Non, je peux pas parler du Grand Prix. On n'est pas là pour ça. Mais on a terminé le débrief. Voilà, on a terminé le débrief. Merci à ceux qui sont sur YouTube, qui mettent des commentaires, qui s'abonnent, qui mettent la cloche, tout ça, etc., etc. Ça fait très plaisir. Merci à vous. Merci à ceux qui mettent des recettes de cuisine aussi dans le chat. Je sais pas pourquoi vous faites ça, mais c'est très drôle, donc continuez. Voilà, on se retrouvera pour un live nocturne probablement en fin de semaine prochaine, vendredi ou samedi. Et derrière, on se retrouvera le vendredi suivant pour le débrief de Strasbourg-Lyon, match très important, puisque Strasbourg est un vrai candidat à la Ligue des Champions, même si au moment où je vous parle, peut-être que ça va changer d'ici là, ils sont en train de perdre à domicile contre Toulouse. Voilà, c'est stream vélo prévu pendant la trêve. Non, c'est pas prévu. Tu vas débrief les matchs de l'équipe de France? Certainement pas, je ne regarde pas les matchs de l'équipe de France. Je regarde les compétitions internationales, mais alors regarder les matchs de qualif de l'équipe de France, je crois que je préfère faire du tricot. Montre les pages du carnet. Bon, voilà, je peux vous montrer les pages du carnet. Par exemple, Angers-OL, voilà, c'est ça. Il ressemble à ça, le carnet. Pas mal, non? Bon, allez, je souhaite à tous une bonne fin de dimanche, une bonne semaine de trêve internationale, et on se retrouvera soit sur Twitch la semaine prochaine, soit sur YouTube dans 2 semaines. Voilà, bisous YouTube. Ciao, à bientôt.